Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Oli Médical. Oli Médical, le programme de Gvaim qui accompagne les médecins qui font leur alia. À ma droite, Jonathan Rubinstein. Bonjour. Salut Jonathan, ça va ? Très très bien et vous ? Super. À ma gauche, Raphaël Giami. Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Donc pour commenter l'actualité du monde de la santé en Israël, on a décidé de vous inviter. Vous êtes juriste en droit de la santé, associé et fondateur depuis plus de 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, de RGL Research. Donc une CRO, soit Contract Research Organization, ou en français, prestataire d'essais cliniques. Exactement. Alors, en 2 phrases, qu'est-ce que c'est un CRO ? Alors, une CRO, c'est une structure qui va accompagner en fait le propriétaire d'un produit de santé dans tout son développement clinique jusqu'à l'accès au marché. Waouh, c'était effectivement J'ai essayé de faire, une phrase. Bravo. Donc en fait, finalement, des sociétés pharmaceutiques, par exemple, peuvent venir vers vous pour externaliser la partie recherche. Exactement. Alors, historiquement, en fait, tout bêtement, une CRO, c'est un miroir d'une direction d'opération clinique, d'une direction médicale en fait d'un pharmaceutique. C'est-à-dire qu'elle va mettre en place un essai clinique, un développement en fait clinique du début, c'est-à-dire conception en fait du design de l'étude jusqu'à la fin. Et ça, c'est pas fait en interne dans l'entreprise. Ça peut être fait en interne dans l'entreprise, généralement les grosses pharma le font, certaines biotech le font également, mais afin de réduire certains coûts dans l'industrie, les industriels ont décidé et ont choisi d'aller vers l'externalisation en fait de ces développements. Et c'est comme ça que les sociétés de CRO se sont construites dans les années, je crois, 90. Ouais. D'accord. Et donc vous êtes arrivé sur ce marché-là suite à différentes opportunités que vous avez eues dans le cadre de votre carrière professionnelle. Véritablement, c'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qui m'était destiné à la base. Vous êtes de juriste, même si voilà, c'est dans de la santé. J'étais plutôt côté donc réglementaire, légal, avec tout ce qui est recherche biomédicale, les conceptions juridiques, comment faire pour protéger le patient, comment faire pour protéger les intérêts de propriété intellectuelle des industriels, etc. Et puis j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler chez un prestataire d'essais cliniques en France, par exemple, de m'intéresser un peu plus en fait à tout ce côté recherche clinique et ça m'a plu. Et vous travaillez spécifiquement avec des centres investigateurs, laboratoires et des hôpitaux israéliens ? Oui, pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre positionnement fait que nous souhaitons attirer la recherche américaine ou européenne sur le sol israélien, donc de travailler avec les hôpitaux et les centres investigateurs israéliens pour recruter des patients israéliens. Mais on a un deuxième axe de développement qui est d'exporter finalement toutes les nouvelles technologies israéliennes de cet écosystème en fait israélien vers l'Europe. D'ailleurs, on a vu passer à l'image vos coordonnées. On parle beaucoup de Startup Nation et les medtech en Israël sont clairement une priorité du gouvernement qui a décidé d'investir 300 millions de dollars juste sur ce sujet pour développer tout cet écosystème. Aujourd'hui, quand on fait du software, on s'installe de la Silicon Valley. Quand on fait du tourisme ou de la mode, on choisit Paris. Est-ce que ça fait vraiment sens de choisir Tel Aviv quand on est une CRO autour de l'industrie pharmaceutique, justement ? Complètement. Une CRO à proprement parler, effectivement, Tel Aviv ne serait pas le premier choix ou le seul choix en fait au niveau international, mais dans la stratégie que nous voulons adopter à RGL Research, Israël est un hub qui aujourd'hui est incontournable en termes de recherche clinique, en termes d'innovation et en termes d'implémentation en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui le digital health, qui va permettre, je pense, moi, et puis je ne suis pas le seul, dans les prochaines années, véritablement à créer un véritable essor et de rendre de la productivité au sein de la recherche et développement dans l'industrie. Donc finalement, vous vous placez au cœur de cet écosystème israélien où on le voit au quotidien, des hôpitaux de renom international, des industries pharmaceutiques, des médecins qui font beaucoup de recherches. On a été assez impressionnés de voir sur votre site une cartographie que vous publiez et qu'on va probablement vous afficher à l'écran dans quelques secondes. On a le plus grand nombre de brevets, de PhD par
habitant au monde. Vous avez précisé qu'on est le premier pays au monde en termes de nombre de brevets par personne, brevets du monde biotech. Premier au monde, je vais y arriver, en medical device, donc en invention de tout ce qui permet d'accompagner finalement les soins, toutes les innovations médicales qui accompagnent les soins. Et 4e au monde en termes de brevets justement biomed. C'est quand même un chiffre assez impressionnant et ça nous paraît effectivement assez naturel de vous trouver ici. Oui, et puis ça fait partie finalement de la construction du pays. La construction du pays s'est faite de manière à réfléchir out of the box. Et aujourd'hui, le système de santé israélien fonctionne de cette manière, ou l'innovation en tout cas fonctionne de cette manière. Ça fait partie de l'ADN en fait du pays. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir créer de nouveau pour pouvoir aider certaines actions, certains types de personnes, etc. Et donc, il est tout naturel pour moi, lorsqu'on parle de recherche clinique et de développement, de voir s'implémenter sur le sol israélien. Et on parlait de la concentration du nombre d'hôpitaux dans le pays. Effectivement, en termes géographiques, c'est un tout petit pays avec un grand nombre de concentrations d'habitants sur des centres investigateurs, ce qui nous permet finalement de ne pas avoir justement à s'étendre en termes de centres investigateurs dans une étude clinique, pouvoir concentrer nos forces sur 2-3 centres investigateurs qui ont un gros potentiel patient dans la thérapeutique que l'on veut aujourd'hui, sur laquelle on veut travailler, et d'avoir de très bons résultats en termes de recrutement patient. Et à cela s'ajoutent toutes les données électroniques patients, avec une concentration sur une base de données unique de l'ensemble des patients, ce qui veut dire qu'en termes d'adhérence patient et en termes de rétention de patients dans l'étude, Israël présente des avantages qu'aucun autre pays au monde, je tiens à le préciser, ne présente. Donc le fait d'être un petit pays, une petite population, si on peut dire, 8 et quelques millions d'habitants, fait qu'il y a un mélange d'un certain melting pot en Israël, plus la Startup Nation, qui finalement, c'est lié vous voulez dire que c'est lié au fait qu'on soit peu nombreux sur un petit territoire ? Peu nombreux, oui, c'est une des variables, mais maintenant, tu mets donc ce que tu viens de dire, un melting pot en termes génotype et phénotype, c'est assez impressionnant. En termes de concentration, ça te permet d'avoir un impact géographique, un plus grand impact sur un territoire géographique plus petit. En termes d'expertise, l'ensemble des centres investigateurs et des médecins israéliens sont formés sur des standards FDA aujourd'hui. La FDA a reconnu Israël comme un territoire reconnu pour mener des études cliniques, c'est-à-dire que si tu tires une donnée d'un patient israélien, elle équivaut à une donnée qui a été retirée sur un patient américain. Mais vous faites quand même des partenariats avec d'autres CRO à l'international pour faire des tests sur d'autres profils ? Oui, et généralement c'est partenariat. En fait, ça va dépendre de la phase dans laquelle nous on va intervenir. Un développement clinique comporte plusieurs phases. Dans le médicament, par exemple, on a une phase 1 et une phase 3, puis une phase 4 qui est du real life une fois que le médicament est commercialisé. Si on arrive sur un projet de phase 3, ça nous demande effectivement d'avoir un très, très grand panel en fait, de patients. Généralement, on est sur du 700 à 1000 patients à devoir recruter dans le protocole d'étude. En phase 3 ? Oui, ce qui fait qu'on ne peut pas finalement se concentrer uniquement sur un pays comme Israël. Il faut effectivement s'ouvrir. Et puis, c'est pas juste Israël, c'est-à-dire que même si on était en France et que le promoteur était français, il n'aurait pas pu non plus se limiter à la France. C'est-à-dire que c'est une phase d'étude qui demande l'internationalisation. Il faut avoir des échantillons de population de diverses régions du monde pour venir valider le but une nouvelle molécule. Le but étant de pouvoir démontrer aux autorités compétentes, une fois qu'on va demander l'accès au marché, qu'on a évalué l'efficacité et la sécurité de notre produit avec le maximum d'informations du réel. C'est-à-dire que lorsque l'on va le mettre sur un territoire qui est libre d'échange, une fois qu'il est commercialisé, on doit pouvoir avoir l'ensemble des informations qui vont nous dire que même dans ce territoire de libre-échange, l'efficacité et la sécurité sera toujours présente et donc le rapport bénéfice-risque ne sera pas modifié. J'ai lu dernièrement une étude il y a toutes sortes d'études sur le domaine et dans le style qui essayent d'être publiées. Alors tous les juifs n'ont pas le même ADN ? Oui, je pense pas n'importe quel. Justement, cette étude essayait de montrer qu'il y a un gène ou quelque chose. Non, bien évidemment, on a des lignées, c'est-à-dire qu'un être humain descend d'un être humain. Donc effectivement, le code génétique est relativement le même. Après, il y a bien évidemment une multitude ça n'empêche pas qu'on peut faire une recherche sur la population israélienne sans avoir des résultats qui seraient biaisés par le fait que... Je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas. Et oui.
Alors, dans la limite de ce que vous pouvez dévoiler, parce que vous êtes aussi tenu par la confidentialité, j'imagine que vous travaillez sur des projets passionnants en ce moment. C'est vrai que c'est assez sympa. C'est assez sympa parce que on a l'avantage, nous, d'être positionné sur un secteur thérapeutique qui est en poupe en ce moment. Donc, généralement, c'est le système nerveux central, donc avec la maladie d'Alzheimer, sclérose en plaques, l'ALS, Parkinson. Donc, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et également sur tout ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, c'est-à-dire qui sont assez rares et dont le sponsor, qui est l'industriel, a besoin finalement d'ouvrir énormément de centres à l'international pour avoir un minimum de patients dans son échantillon. Donc, pour le coup, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et vous avez aussi un projet sur l'asthme, il me semble, j'ai cru voir sur on a eu, oui. Alors, on a terminé cela. Les résultats ne sont pas encore sortis, n'ont pas été encore publiés. Donc on vous réinvitera. Je peux pas te dire si c'est positif ou non. Et de toutes les manières, encore une fois, sur un projet de phase 3, on n'est pas les seuls à recruter de patients et les seuls à participer dans une étude. Donc on ne peut pas avoir la Tmunat Matzav, donc l'image, la photo générale finalement des résultats, est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs. C'est une fois que la publication sort ou si on participe à la publication qu'on peut véritablement nous en interne savoir. Donc, de manière même confidentialité ou pas, j'aurais pas pu te donner l'information. Avec le surbooking qu'on connaît dans les hôpitaux israéliens, les hôpitaux trouvent le temps de participer, d'être partenaires de toutes ces recherches qui sont faites. Ils ont le temps de faire de la recherche. Alors ça, c'est encore un des grands avantages d'Israël, c'est-à-dire qu'Israël, depuis sa création, a misé sur la recherche médicale en termes d'alternatives thérapeutiques à sa population. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement en France où on fait beaucoup ce qu'on appelle d'éducation patient, à savoir comment se comporter dans un essai clinique, qu'est-ce qu'un essai clinique, etc. Ici en Israël, la population elle est déjà éduquée, elle sait déjà ce que c'est, et au contraire, elle demanderait de ce genre de protocole. Pourquoi ? Parce qu'elle sait et elle a l'impression, et c'est comme ça qu'aujourd'hui l'hôpital propose l'essai, qu'on va proposer une alternative en fait à un traitement qui ne présente soit pas énormément d'avantages, ou alors qui a échoué pour le patient dans sa stratégie thérapeutique. Donc au contraire, non, c'est justement un gros avantage, je pense, nous, qu'on a en Israël, c'est-à-dire que les médecins et l'hôpital en règle générale est formé dans le sens structurel, organisationnel, à proposer de la recherche clinique et à mener la recherche clinique. N'importe quel département en Israël, hospitalier, a une personne qui est dédiée à la recherche médicale. Mais ils sont aussi très demandeurs parce que finalement, c'est des publications qui vont sortir aussi après au nom de l'hôpital, c'est des budgets supplémentaires du coup, qui vont pouvoir être apportés par vos clients finalement, en quelque sorte. Comment ça fonctionne, le business model en 2 mots de ce type d'études ? C'est-à-dire au niveau de la publication ? Au niveau de l'essai clinique ? Le financement de l'essai clinique. Le département. Et là, on s'adresse aussi aux médecins qu'on accompagne, qui commencent à intégrer les services en Israël, qui pourraient être éventuellement intéressés de développer un essai clinique dans le cadre de leur service. Ouais. Et alors, c'est assez simple, c'est que le département se finance via la recherche. Donc aujourd'hui, effectivement, venir avec une recherche biomédicale, c'est un revenu supplémentaire en fait au département et à l'hôpital. Et donc, ils feront en sorte, finalement, de la mettre en place, quoi qu'il arrive. Et en termes de publication, qu'est-ce qui fait une renom internationale pour un médecin ou pour un hôpital ? C'est en termes de nombre de publications qui va sortir à l'année. Et effectivement, Israël est très demandeur dans le secteur. Et nous, c'est ce qu'on propose de plus en plus. C'est-à-dire qu'on va voir les médecins aujourd'hui israéliens en leur disant, écoutez, vous êtes assis potentiellement sur beaucoup de données qui peuvent vous permettre finalement demain de montrer qu'un médicament peut être utilisé dans une autre stratégie thérapeutique que celle qu'elle a indiquée. Venez, travaillons ensemble pour déterminer aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour sortir une publication qui va prouver aujourd'hui votre pratique thérapeutique. En tout cas, on l'a vu sur la cartographie, vous êtes en contact avec de très nombreux hôpitaux, services donc israéliens, ce qui nous permet donc peut-être aussi de faire une interlude sur l'actualité médicale israélienne. Jonathan, comme à notre habitude, tu nous as choisi un sujet assez intéressant sur une nouvelle qui fait sensation, médicaments sur ordonnance livrés à la maison. Tout à fait, ça doit vous arriver, ça t'arrive un soir, pas envie de préparer à manger, pas envie de sortir au resto,
resto, on se fait livrer le dîner. Et ben, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Le ministère de la Santé, c'est pareil. Le ministère de la Santé qui publie un projet de circulaire destiné aux professionnels souhaitant obtenir l'autorisation de gérer des services de conseil téléphonique ou de chat via Internet avec un pharmacien, dans le but d'autoriser la livraison de médicaments sur ordonnance à domicile du patient, au lieu que le patient arrive physiquement à la pharmacie, qu'il ait à faire la queue, ou s'il est malade, ou juste s'il n'a pas envie de sortir. On va y revenir tout de suite. Donc l'idée, c'est de réglementer les services de télémédecine, comme ça a été le cas déjà pour les services de consultation téléphonique avec des médecins. Certaines Coupotrolim le font déjà d'ailleurs, avec les médecins. Le projet de circulaire a été préparé par Elie Marom, le directeur adjoint du département pharmacie au ministère de la Santé. Et selon lui, à une époque où les patients peuvent déjà demander par téléphone à leur médecin une ordonnance, ou même via Internet, via l'application de la Coupotrolim dans laquelle on se trouve, il faudrait qu'il soit également possible que des médicaments soient livrés à domicile. D'ailleurs, en raison du manque de pharmaciens, et on le sait, c'est un manque qui est latent, qui est croissant, les coupotes permettent déjà aujourd'hui de recevoir des ordonnances chroniques sur 3 voire 4 mois, et les médecins peuvent envoyer en ligne les ordonnances qu'ils autorisent déjà directement aux systèmes informatiques des pharmacies des coupotes ou à ceux avec qui ils ont déjà des accords. Et le rapport indique que, je cite, « Jusqu'à présent, rien ne pouvait remplacer la consultation individuelle avec le pharmacien qui donne aux patients des indications sur l'utilisation correcte du médicament et examine également l'absence de contre-indication avec un autre médicament ou avec... » Faites bien attention, les suppléments qu'un patient pourrait souhaiter acheter. Parce qu'il n'y a que moi que ça gêne, qu'en réalité, ce qui dérange, c'est que dans une potentielle discussion avec le pharmacien, le patient deviendrait client et achèterait plus de médicaments ou de suppléments, peu importe. Durant la discussion, en tout cas, précise le rapport, le pharmacien est censé informer le patient des effets secondaires et même indiquer et identifier les situations dans lesquelles un traitement devrait être envisagé, lui demandant alors d'aller en discuter directement avec son médecin. En tout cas, ce projet de circulaire a indiqué qu'un patient pouvait commander les médicaments sur ordonnance via le site web ou l'application de la pharmacie, et la commande serait alors vérifiée, oui, par le pharmacien, qui ensuite informerait le patient via téléphone ou via Skype sur l'utilisation des médicaments, ainsi que est-ce qu'il doit se présenter à la pharmacie ou est-ce qu'il pourrait être livré à domicile, donc ce ne serait pas automatique. Intéressant d'ailleurs, depuis quelques mois, Superpharm a déjà mis en place un centre d'appel permettant aux patients de recevoir des conseils après l'achat d'un médicament. On va à Superpharm, on achète un médicament, on a un doute, on peut appeler le centre téléphonique du Superpharm. Et en septembre, Tal Ravé, le pharmacien en chef de la Léomite, a annoncé que sa Coupa organiserait une campagne appelée Pharmacie à domicile. Et cité dans le rapport, David Papo, le président de l'association israélienne de pharmaciens, pharmacien indépendant, donc faisant pas partie d'une Coupotrolim, a indiqué en temporisant que le consulting pharmaceutique à distance est un sujet qui ne doit pas être pris à la légère. Il est important de réfléchir à la manière de le faire sans nuire aux populations les plus démunies et les plus faibles. Il a averti qu'une telle démarche pourrait, je cite, conduire à la fermeture de pharmacies et donc éloigner en réalité le pharmacien de personnes ayant besoin d'une réponse et d'une proximité humaine. Nous devons également réfléchir, a-t-il dit, à ce qu'il faut faire, à ce qu'il faudrait faire avec notamment les stupéfiants, dont on craint une utilisation en surdose, ainsi que des médicaments qui devraient être réfrigérés à basse température. Si on a parlé des stupéfiants, il y a un cas un petit peu similaire avec ce qui se passe aujourd'hui dans la législation, dans la nouvelle législation du cannabis médical, alors que le ministère aujourd'hui a automatisé et informatisé les services et les ordonnances, ce qui fait que les responsables au ministère n'ont plus le contact humain avec les patients nécessitant du cannabis médical. C'est en tout cas un sujet à suivre, puisque il faudra quand même que le rôle du pharmacien, le rôle humain, ait toujours sa présence et toujours son rôle à jouer dans la relation patient-pharmacien, patient et responsable médical. Affaire à suivre. Bien évidemment, rôle humain toujours important, mais généralement ce type de révolution dans les services est aussi accompagné par des nouvelles technologies qui viennent permettre justement, comme tu l'as dit, de réguler, de suivre. On imagine qu'à RGL Research, c'est une tendance, que c'est les différentes tendances de l'innovation médicale. Vous deviez par la force des choses les suivre de très près. On en parlait en préparation de l'émission, de l'industrie pharmaceutique, on sait c'est des projets qui sont très longs, très coûteux, souvent même les bénéfices arrivent trop tard alors que la molécule passe quasiment dans le domaine public. Vous nous expliquez qu'il y avait une baisse de la productivité en R&D, les coûts ont doublé en 10 ans alors que les retours sur investissement sont autour de 1,9%. Ouais, finalement
quelle place il reste au petit labo et comment vous voyez dans cet environnement ultra concurrentiel? Alors, je vais essayer de répondre en 2 temps. La première, c'est plus qu'une tendance, c'est aujourd'hui une nécessité. C'est-à-dire que, comme Jonathan le parlait, le précisait juste avant en termes, par exemple, de prescription, mais aujourd'hui, le digital est partout. Il y a la transformation digitale a touché énormément de secteurs divers et variés, et le secteur de la santé n'est pas du tout une exception. Aujourd'hui, ça les frappait de plein fouet. Comme tu disais, la recherche et développement coûte 2 fois plus cher en 2018 qu'en 2010. C'est un rapport de Deloitte qui l'énonce. Les retours sur investissement sont descendus de 10% à 1,9%. Effectivement, aujourd'hui, les pharmaceutiques ont de plus en plus de mal à rembourser l'investissement initial. Comment on explique cela? C'est parce qu'on a déjà trouvé énormément de solutions et qu'on est en train de vérifier? En 2010, déjà, on disait qu'on était arrivé au fond du panier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avions pas d'innovation en termes de nouvelles molécules sur le marché à sortir, à venir. Il y a eu un essor en fait biotech depuis 2010 avec de nouvelles façons de trouver de nouveaux produits de santé, qui a eu un vrai impact, et les pharmaceutiques s'en sont rendus compte, je parle des gros laboratoires pharmaceutiques, et donc elles se sont lancées en fait dans le rachat finalement de ces portfolios pour alimenter leur pipeline, ou alors de faire des grands merging de structures justement pour augmenter leur part de marché. Ça n'a pas résolu le problème. La masse organique est toujours aussi grande, les coûts de structure sont toujours aussi élevés, le retour sur investissement est toujours aussi bas. Donc aujourd'hui, l'industrie en règle générale est en train de se rediriger, en train de comprendre qu'il faut modifier l'ensemble en fait du processus de recherche et développement et intégrer en fait des nouvelles technologies digitales, en parlant de deep learning, d'intelligence artificielle, de wearable devices, donc des dispositifs médicaux en fait qu'on va pouvoir directement porter sur soi, connecter. Exactement. Pourquoi? Parce que faut pas oublier une chose, c'est que cette industrie-là, elle fait de l'argent, soit, mais elle est uniquement faite pour apporter un plus au patient. C'est-à-dire que le consommateur initial, c'est le patient, et le consommateur final, c'est le patient. Donc, aujourd'hui, on a une génération de professionnels de santé et de patients qui arrivent, qui sont super tech-oriented, c'est-à-dire qui sont élevés, éduqués, en fait, avec du numérique autour d'eux, avec des nouvelles technologies. Pourquoi aujourd'hui ce système de santé et ce système de recherche n'évolue pas? Et donc, pour répondre donc à la question, effectivement, c'est plus qu'une tendance, ça devient une nécessité. Si demain on veut rester, nous, des joueurs sur le secteur de la santé, il faut faire cette transformation. Donc finalement, ce que vous dites, je vois même 2 tendances. C'est-à-dire que l'accompagnement de toutes ces nouvelles technologies au grand public, qui prend plus soin de soi, qui veut être conscient, on est plus dans le préventif que dans le soin. Et est-ce que aussi dans vos projets de recherche plus traditionnels, donc de nouvelles molécules, de projets donc pharmaceutiques, vous allez avoir une composante digitale, composante nouvelle technologie qui va venir accompagner la prise de médicaments et que vous avez aussi à tester? Complètement. Aujourd'hui, une recherche biomédicale pèse essentiellement sur 2 acteurs, le patient et l'investigateur. Pourquoi? Parce que le patient, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui est malade, pour lequel on va demander de venir à l'hôpital plusieurs fois par mois, des fois toutes les semaines ou tous les 2 jours pour venir faire des prises de sang, pour prendre un médicament, etc. Ça lui demande potentiellement d'arrêter de travailler, de venir à l'hôpital, d'attendre que le médecin soit disponible. Le check-up est parfois lourd, lui demander de répondre à des questionnaires papier. C'est quelque chose qui lui demande du temps, de l'investissement. Alors effectivement, vous allez me dire, mais il fait ça pour sa santé. Oui, mais on est dans le cadre d'une recherche et il fait ça essentiellement pour un laboratoire pharmaceutique au final. Donc aujourd'hui, si je suis jeune chercheur et que j'ai une idée, que je commence à la travailler, il vaut mieux que j'aille la vendre quelque part ou l'intégrer à un grand labo plutôt que d'essayer tout seul de monter, tout seul avec un petit budget. C'est pas ce que je dis, et ça dépend finalement de la stratégie qu'on a en termes de business. Soit on vend tôt et on vend moins cher, soit on prend sur soi le coût et si c'est concluant, on vend plus tard mais plus cher. Donc c'est véritablement un risk assessment à faire en début de projet, que nous accompagnons à RGL par exemple assez souvent, en expliquant le pourquoi, quels sont les avantages et les inconvénients justement à faire une exit entre guillemets tout de suite,
ou plus tard. Mais ce que je disais, c'est donc vous faites aussi du conseil aux startups. Aujourd'hui, RGL Research se construit en faisant du support à l'innovation en termes de santé. Aujourd'hui, nous diversifions afin de pouvoir, réduire le coût de la recherche clinique, 2, d'améliorer l'expérience investigateur et l'expérience patient, donc ce qu'on appelle l'adhérence aux patients et la rétention dans l'étude clinique via l'implémentation de technologies digitales qui vont permettre de faciliter en fait la prise en charge, et également derrière une fonction de conseil en termes de stratégie de développement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner, c'est ce qu'on fait par exemple pour des startups israéliennes qui veulent mener des études cliniques en France. Pourquoi ? Parce qu'elles souhaitent accéder au remboursement plus tard. Donc il faut généralement faire des études sur le sol français pour pouvoir demander à la HS et ensuite fixer le prix par le CEPS. Et donc nous accompagnons le projet, nous leur expliquons quels vont être les milestones et les objectifs donc à atteindre, quel serait en termes de timeline le temps nécessaire et puis ce qu'on peut viser, et ensuite on les accompagne, en fait on fait de l'accompagnement tout au long du projet. On leur propose des sous-traitants s'ils ont besoin de sous-traitants, on essaye de leur expliquer comment il faut faire pour se développer et mieux se développer d'une manière plus rapide et plus effective. Donc en fait, pour une jeune pousse, pour une start-up qui a nécessairement un budget limité, finalement l'intérêt de faire appel à vous, c'est la valeur conseil, c'est cet accompagnement, donc on en a parlé sur tous les aspects recherche clinique, mais c'est aussi l'accès au marché français. Oui, c'est-à-dire que si on parle d'exportation de la technologie israélienne, on va parler du marché européen en sa globalité. On n'est vraiment pas, on a aujourd'hui en interne des ressources qui peuvent accéder au marché à toute l'Europe en règle générale. Pour autant, en termes d'expertise particulière sur du remboursement, par exemple, ça va être le sol français, parce que personnellement, moi, je maîtrise bien le domaine et nos équipes également. Ils le comprennent, les start-upistes. Les start-up comprennent qu'en amont, qu'il vaut mieux passer par un intermédiaire, par un tiers comme vous, plutôt que de s'essayer tout seul à toquer aux portes des hôpitaux, des marchés. Il y a deux types de clients, on va dire. Ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Oui, et puis non, mais c'est-à-dire que les deux sont viables et valables. La réflexion, moi je ne suis pas là à dire qu'il y a une réflexion qui est bonne ou mauvaise, les deux sont valables. Il y a des structures qui vont dire, moi j'ai la connaissance, l'expertise et le network qui me permettent de le faire tout seul, et pour le cas, bien sûr, ça va vous coûter, vous allez dépenser moins, et potentiellement vous allez pouvoir suivre votre projet et le tenir à bout de bras, ce qui est super, et d'autres qui comprennent et qui ont conscience qu'ils n'ont pas les moyens, soit en interne, soit l'expertise de pouvoir le faire, et qui font appel à nous justement pour les aider dans... Mais probablement d'éviter certaines erreurs qui doivent être fréquentes. Oui, effectivement, il y a pas mal d'erreurs à ne pas faire. Et puis la mentalité israélienne, elle est particulière, on fonce et on réfléchit après. Donc nous, généralement, on a un système à 2 vitesses qui permet de leur dire on fonce, et on a l'agilité et la flexibilité pour le faire, donc avec plaisir, et puis on va aller tête baissée dans le projet, et on va le prendre à bout de bras. Par contre, attendez, venez, on fait un assessment en amont, on vérifie les tenants et les aboutissants, et véritablement on se lance par la suite. Et ça, c'est un peu le travail que l'on fait nous en termes d'accompagnement, véritablement un peu de freiner les ardeurs. Et puis la complexité aussi, c'est quand on deal avec des startups, la personne qui est généralement le CEO ou le CTO n'est pas le decision maker finalement, puisqu'ils ont toujours un board auquel toute décision doit passer par le board pour finalement être approuvée, pas approuvée. Et là, on a, nous, en termes de difficulté de travail, quelque chose qui est assez lourd. Pourquoi ? Parce que ça nous demande en fait de travailler, d'accord, en amont, de convenir d'un projet, et puis derrière d'avoir une attente de validation de board qui peut prendre plusieurs mois au final, et puis à la fin de la validation du board, la réaction doit être immédiate. Et ce qui fait que en 2-3 mois, nous, il y a des choses qui changent, on peut avoir d'autres projets qui arrivent, donc ça nous demande finalement de véritablement être à l'écoute et d'être réactif. Ah, vous êtes une start-up comme une autre finalement. Effectivement. Avec votre stratégie. D'ailleurs, à propos de stratégie, donc on a bien compris l'importance de vous positionner aussi sur des projets medtech ou medical device par exemple. Peut-être vous pouvez nous dire un petit peu concernant votre vision à 3-4 ans, des levées de fonds, des recrutements à prévoir. Alors, cotation en bourse. Ouais, pourquoi pas. Non. Nous, ce qu'on aimerait, c'est aujourd'hui être un laboratoire d'innovation positionné en Israël. C'est-à-dire
pouvoir prendre un jeune pousse, une start-up qui a un nouveau produit avec une idée ou avec quelque chose qui est peut-être déjà cliniquement ou précliniquement testé, réfléchir ensemble finalement à comment faire pour au mieux développer ce produit, à qui ce produit s'adresserait, quelle population s'adresserait ce produit, et ensuite lancer le projet, mais également de pouvoir demain de passer à du 100% digital. C'est-à-dire qu'on ne comprend 100% pas. digital, Oui. c'est-à-dire Du digital trial, c'est-à-dire faire des essais cliniques digitaux. Pourquoi aujourd'hui nous continuons à travailler sur papier ? Pourquoi aujourd'hui nous continuons à donner de la lourdeur aux procédures au niveau de nos investigateurs ? Pourquoi on n'intéresse pas le patient un peu plus à la recherche ? Et aujourd'hui, le fait de pouvoir utiliser la technologie israélienne dans un essai clinique, qui va améliorer finalement l'adhérence patient via un medical device par exemple qui pourrait dispenser directement en bouche le produit de santé ou le médicament au patient, via un bracelet qui pourrait enregistrer les constantes et l'effort physique pour certains types d'essais de nos patients, ou alors des tablettes ou un iPhone où on peut remplir directement ce qu'on appelle un questionnaire de qualité de vie, savoir est-ce que le produit améliore la qualité de vie du patient. Tout ça devrait demain se faire d'un point de vue complètement digital et être intégré dans la pratique courante. Et les industriels aujourd'hui ont très peur de ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression que les autorités réglementaires ne font pas le pas ou ne sont pas prêts justement à accueillir les données qui sont récoltées via le digital. On préfère encore le papier ? Non, je ne dirais pas qu'on préfère le papier, c'est-à-dire qu'on a peur de passer à du 100% digital. Par exemple, on est passé à ce qu'on appelle un CRF, qui est un Case Report Form, c'est là où on va mettre toutes les données médicales du patient dans l'étude. À l'époque, c'était papier, aujourd'hui, on passe à un ICRF, donc un CRF électronique, où le médecin va taper directement dans une base de données électronique. Donc on fait le pas. Mais c'est encore le médecin qui fait Exactement. Et pas le patient. Exactement. Aujourd'hui, avec l'IoT, avec l'intelligence artificielle, le deep learning, tout ça devrait être automatisé et devrait être directement prélevé du patient. Et nous, c'est ce qu'on aimerait véritablement pouvoir faire demain. Et c'est la direction que l'on prend. C'est ce qui apparaît sur votre site, 100% digital. Oui, avoir une plateforme de project management, par exemple, 100% digital, où on va pouvoir mener des études cliniques à travers le monde, reliées par une plateforme dans le cloud, où nos patients seront également reliés par ce cloud-là. Alors ça nécessite énormément de réflexion en termes de RGPD, tout ce qui est données privacy, data protection, privacy, etc. Mais c'est quelque chose qui peut être fait. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre sa tête dedans, de mettre un peu de force, et c'est véritablement l'avenir en fait. Et on est ici au centre de cette innovation. Vous êtes au bon endroit pour le faire. Complètement. C'est-à-dire aujourd'hui, vous regardez les hôpitaux en Israël. Aujourd'hui, la prescription, tu disais, Jonathan, digitale de médicaments, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça devrait se passer, c'est comme ça que ça va se passer. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite dans ce projet. Oli Medical est à vos côtés, puis c'est l'occasion de lancer un appel. Si vous êtes médecin, que vous avez des projets de recherche ou de start-up, ou même d'ailleurs si vous n'êtes pas médecin, bénéficiez du réseau Oli Medical qui est en contact avec des hôpitaux, des Copotrolim, et pourquoi pas aussi de l'accompagnement de Raphaël Jamy de RGL Research. Et puis également du centre de start-up, de l'accélérateur de start-up qui existe au sein de GVAIM. Effectivement, le GVAIM Entrepreneurship Center, qui a aussi des programmes donc, de formation, de préparation à l'entrepreneuriat. Moi, je propose qu'on en reparle dans quelques mois, faire un peu le point sur vos nouveaux projets de recherche et peut-être voir des partenariats à venir avec Oli Medical. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous expliquer tout ça, Merci Raphaël Jamy. Ça a été très très intéressant. Merci Jonathan. Merci à vous. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis et merci au studio Qualita avec Sarah à la technique et remercier bien évidemment la Fondation Adélis qui soutient le programme Oli Medical, sans qui nous ne serions pas là. Voilà, très bien. On vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. À très bientôt. Au revoir.